Je n'aurais jamais pensé que mon propre petit-fils choisirait un chien plutôt que moi. Le soleil d'après-midi d'octobre entrait à flot par les baies vitrées d'Otto alors que je montais les 3 étages jusqu'à son appartement branché du centre-ville. À 66 ans, ces marches ne devenaient pas plus faciles. Mais j'avais fait ce voyage tous les 2 dimanches depuis 2 ans. C'était notre tradition, ou du moins ça l'était. J'ai frappé doucement à la lourde porte en bois, entendant déjà les jappements aigus de Buster de l'intérieur. Ce petit maltais blanc avait plus d'énergie qu'un bambin sous-sucré et à peu près autant de bon sens. La porte s'est ouverte et là se tenait Otto, mon petit-fils de 22 ans, l'air agacé avant même de me voir. « Oh, salut, grand-mère Teresa. » Son ton était plat, distrait. Il s'est écarté pour me laisser entrer, mais je pouvais dire que son cœur n'y était pas. « Bonjour, mon chéri. » Je lui ai embrassé la joue, notant à quel point il se penchait à peine pour s'adapter à ma taille. « Comment s'est passée ta semaine ? » Occupé. Le travail a été fou. Il se dirigeait déjà vers sa cuisine, me laissant debout dans l'entrée comme une étrangère. L'appartement me faisait toujours sentir déplacé. Tout était si moderne, si froid. Des murs gris, des meubles noirs, ces étranges luminaires qui ressemblaient à des araignées de métal suspendues au plafond. Pas une seule photo de famille nulle part. La seule chaleur venait de ce ridicule petit chien qui tournait actuellement en rond sur le canapé en cuir blanc. Je t'ai apporté quelques-uns de ces biscuits aux pépites de chocolat que tu aimais tant, ai-je dit en tendant la boîte en fer blanc que j'avais passé la matinée à préparer. Ceux avec les noix de pécan. Otto y a à peine jeté un coup d'œil. Merci. Pose-les simplement sur le comptoir. J'ai posé la boîte avec précaution, essayant de ne pas laisser son indifférence me piquer. Ce n'était pas le même garçon qui courait à ma maison tous les jours après l'école, qui me suppliait de lui apprendre à faire des gâteaux, qui m'appelait sa meilleure amie. Ce garçon avait disparu quelque part en chemin, remplacé par cet étranger distant qui me traitait comme une obligation. Buster a sauté du canapé et a trotté pour enquêter sur le nouveau venu. J'ai toujours été doué avec les animaux, alors je me suis penché pour le caresser. Mais en déplaçant mon poids, mon pied a accidentellement heurté sa petite patte. Le chien a poussé un jappement dramatique, plus de surprise que de douleur, et a reculé en glissant. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Grand-mère. La voix d'Otto a explosé à travers la pièce. C'est quoi ce bordel ? J'ai levé les yeux, surprise par la fureur sur son visage. Je suis désolé, chérie. Je ne voulais pas, tu dois t'excuser auprès de Buster tout de suite. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal compris. Excuse-moi. Otto s'est précipité, a ramassé le chien et l'a bercé comme s'il était blessé. Tu lui as marché dessus. Il aurait pu être gravement blessé. Otto, c'était un accident. Je l'ai à peine touché. Je me fiche que ce soit un accident. Sa voix s'est élevée et je pouvais voir les veines de son cou se dessiner. Tu dois t'excuser auprès de lui tout de suite ou sortir de ma maison. Les mots m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Je suis resté là, dans son salon immaculé. Cette femme qui avait changé ses couches, qui l'avait accompagné à l'école tous les jours quand ses parents étaient trop occupés, qui avait économisé chaque dollar pour lui acheter le vélo qu'il voulait pour son 10e anniversaire, et il exigeait que je m'excuse auprès d'un chien. Otto, ai-je dit lentement, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Tu me demandes de m'excuser auprès d'un chien. Oui, Buster est de la famille pour moi. Il est plus important que. Il s'est rattrapé, mais le mal était fait. Plus important que moi. C'est ce qu'il allait dire. J'ai regardé mon petit-fils. Je l'ai vraiment regardé. Quand était-il devenu cette personne ? Quand étais-je devenu si jetable pour lui, le garçon que j'avais élevé pendant d'innombrables étés, que j'avais soutenu à travers chaque genou écorché et chaque cœur brisé, me traitait maintenant comme si j'étais moins précieuse qu'une boule de poil de 4 livres. Le silence s'était tiré entre nous, épais et suffocant. Buster avait cessé de gémir et remuait maintenant la queue, complètement inconscient de la destruction qu'il avait causée. Otto le serrait plus fort, la mâchoire serrée dans un défi obstiné. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu lui rappeler tout ce que j'avais fait pour lui, chaque sacrifice que j'avais fait. J'aurais pu souligner l'hypocrisie d'exiger le respect pour un chien tout en montrant aucun à sa propre grand-mère. J'aurais pu me battre, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon sac à main avec des mains plus stables que je ne me sentais.
J'ai ajusté la sangle sur mon épaule et j'ai regardé mon petit-fils droit dans les yeux. Ses yeux qui s'illuminaient quand il me voyait, qui me suppliaient pour une histoire de plus, un biscuit de plus, un câlin de plus. Très bien, Otto, ai-je dit doucement. Juste 3 mots. Mais dans ma voix, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose de définitif. Il a dû le sentir aussi, car son expression a légèrement changé. Grand-mère, je pense juste. Pas besoin d'expliquer, mon chéri. J'ai gardé ma voix douce, presque sereine. Je comprends parfaitement. Je me suis tourné vers la porte, mes mouvements délibérés et sans hâte. Derrière moi, j'ai entendu Otto se racler la gorge. Alors, tu vas t'excuser auprès de Buster ou quoi? J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte, mais je ne me suis pas retourné. Au revoir, Otto. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité douce qui semblait résonner dans le couloir. Je suis resté là un instant, écoutant les sons étouffés de l'intérieur. Les pas d'Otto, les jappements renouvelés du chien, le bourdonnement lointain de son système audio coûteux. Puis je me suis dirigé vers l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu. Alors que les étages défilaient, 3, 2, 1, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu s'installer en moi. Pas de chagrin, bien que cela viendrait plus tard. Pas de colère, bien qu'elle soit là aussi. C'était tout autre chose. C'était de la clarté. Pendant 22 ans, j'avais regardé Otto grandir en croyant que l'amour signifiait ne jamais avoir à faire face aux conséquences. Ses parents, Sarah et East, s'en étaient assurés. Ils lui avaient donné tout ce qu'il voulait quand il le voulait, sans poser de questions. Ils lui avaient appris que son confort était plus important que les sentiments des autres, que ses désirs l'emportaient sur les besoins de tout le monde, et j'avais été complice. J'avais trouvé des excuses pour lui, je l'avais couvert, je l'avais aimé inconditionnellement, même quand il ne me montrait rien en retour. Mais debout dans cet ascenseur, descendant loin du petit-fils qui venait de choisir un chien plutôt que sa grand-mère, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années. Otto avait appris exactement ce que ses parents lui avaient enseigné. Que Teresa, la bonne vieille et fiable grand-mère Teresa, serait toujours là. Qu'elle prendrait les quelques miettes d'affection qu'il lui jetterait et en serait reconnaissante. Qu'elle n'avait de valeur qu'au-delà de ce qu'elle pouvait fournir. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall, et je suis sorti dans l'air vif d'octobre. Ma petite berline était garée sur la place des visiteurs, la même place où je m'étais garé des dizaines de fois auparavant. Mais cela semblait différent. Cela semblait être la dernière fois. En rentrant chez moi dans mon modeste duplex de l'autre côté de la ville, j'ai pensé à l'enveloppe qui se trouvait dans le placard de ma chambre. Celle que je portais sur moi depuis 3 ans maintenant, attendant le bon moment. Celle qui changerait tout pour Otto s'il savait seulement ce qu'elle contenait. Mais Otto avait fait son choix aujourd'hui. Il m'avait montré exactement où je me situais dans sa liste de priorités, et c'était quelque part en dessous d'un maltais gâté qui passait la plupart de sa journée à dormir sur des meubles de créateur. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assise dans la voiture un moment, regardant le vent souffler les premières feuilles tomber sur ma petite pelouse. Dans 2 semaines, Otto viendrait me chercher. Non pas parce qu'il lui manquait, non pas parce qu'il avait réalisé son erreur. Il viendrait parce qu'il aurait enfin appris ce que contenait cette enveloppe, et il aurait besoin de moi pour la rendre réelle. Mais d'ici là, il serait peut-être trop tard pour des excuses, même celles destinées aux humains. Le silence de ma maison semblait différent après ce dimanche. Je me suis assise à ma table de cuisine le lendemain matin, sirotant une tasse de café qui avait refroidi pendant que je fixais la chaise vide en face de moi. C'est là qu'Otto avait l'habitude de s'asseoir lors de nos visites du week-end, à l'époque où il était assez petit pour avoir besoin d'un rehausseur. À l'époque où passer du temps avec grand-mère Teresa était le clou de sa semaine. La boîte de biscuits aux pépites de chocolat reposait, non ouverte, sur mon comptoir, un rappel de l'humiliation d'hier. J'avais passé 3 heures à faire ces biscuits. La même recette que j'utilisais depuis ses 5 ans. La même recette que sa mère, Saria, avait déclarée trop grasse quand Otto avait eu 12 ans, à peu près au moment où elle avait décidé que je devenais trop influente dans la vie de son fils. J'aurais dû voir les signes à l'époque, mais comme la plupart des grands-mères, je pensais que l'amour suffirait. Mon téléphone a vibré contre la table en bois. Un texto de Saria. Maman a appelé et a dit que tu avais contrarié Otto hier. Peut-être qu'il est temps de lui laisser un peu d'espace pour grandir. J'ai fixé le message, sentant ce nœud familier se former dans mon estomac. Saria ne m'avait jamais appelé maman.
C'était toujours Teresa ou, quand elle était particulièrement froide, la grand-mère d'Otto, mais elle commençait à utiliser « maman » quand elle voulait me manipuler, quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai supprimé le message sans répondre. La vérité est que je donnais de l'espace à Otto depuis des années. Chaque fois que Si a décidé que je dépassais les bornes, chaque fois qu'Easton faisait un commentaire sur les limites, je prenais du recul. J'ai regardé de loin pendant qu'il remplissait le monde d'Otto de gadgets coûteux et de vêtements de marque, lui apprenant que l'amour avait un prix et que les gens étaient jetables lorsqu'ils cessaient d'être utiles. Mais j'étais restée silencieuse. J'avais joué le rôle de la grand-mère reconnaissante, heureuse des miettes d'attention qu'il me jetait. En allant dans ma chambre, j'ai ouvert la porte du placard et j'ai repoussé les manteaux d'hiver que je portais rarement dans notre climat doux. Derrière eux se trouvait un petit coffre-fort ignifuge, le genre que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau. À l'intérieur de ce coffre-fort, avec mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale, se trouvait une enveloppe qui attendait depuis 3 ans. Je l'ai sortie avec des doigts tremblants. L'enveloppe était en papier épais de couleur crème avec mon nom écrit sur le devant de l'écriture soignée de mon frère Harold. Harold, décédé d'une crise cardiaque à 78 ans, ne laissant ni femme, ni enfant, et une fortune qui aurait surpris quiconque connaissait son style de vie modeste. Harold avait été le silencieux de notre famille, le frère qui a travaillé comme comptable pendant 40 ans et a vécu dans la même petite maison que notre père lui avait laissée. Ce que personne d'entre nous ne savait, ce que même moi je n'avais pas soupçonné jusqu'à ce que l'avocat me contacte, c'est qu'Harold avait investi chaque centime disponible pendant 5 décennies. Il avait acheté des actions IBM en 1962. Il avait acheté des biens immobiliers dans des quartiers que tout le monde avait délaissés. Il avait vécu avec $20 000 par an pendant que son portefeuille atteignait des chiffres qui me faisaient encore tourner la tête. 2 400 000 $. Tout cela laissé à Otto avec une condition très spécifique. Je devais être celle qui superviserait l'héritage jusqu'à ce qu'Otto ait 25 ans. Harold avait été très clair dans son testament. Il avait vu Otto grandir, avait vu la façon dont Saria et Easton le gâtaient, et il s'était inquiété de ce qui se passerait si autant d'argent tombait entre des mains non préparées. Teresa est la seule personne censée de cette famille, avait-il écrit dans sa lettre. Elle saura quand le garçon sera prêt, s'il est prêt. Pendant 3 ans, j'avais gardé ce secret. Pendant la remise de diplôme d'Otto, pendant son premier emploi, pendant toutes les réunions de famille où Saria lançait des pics subtils sur ma situation financière limitée. Je les avais regardés se débattre avec des dettes de cartes de crédit tout en étant assises sur le pouvoir de changer la vie d'Otto pour toujours. Mais Harold avait été intelligent. L'héritage était assorti de conditions. Otto ne pouvait pas simplement dilapider l'argent en voiture et en vacances. Les fonds seraient libérés par étapes, la plus grande partie, 1 800 000 $, ne devenant disponible que si Otto pouvait démontrer sa responsabilité financière et son respect des valeurs familiales avant l'âge de 25 ans. J'étais la seule juge pour savoir s'il remplissait ces critères. Hier, quand Otto avait exigé que je m'excuse auprès d'un chien, j'avais réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a longtemps. Le garçon dont Harold s'était inquiété, celui qui avait besoin de temps pour mûrir, n'avait pas grandi du tout. Au contraire, il s'était aggravé. La minuterie de la cuisine s'est déclenchée, me tirant de mes pensées. J'avais mis un rôti de bœuf dans la mijoteuse ce matin, plus par habitude que par faim. Otto me suppliait de faire du rôti de bœuf chaque fois qu'il venait. C'est meilleur que dans n'importe quel restaurant, grand-mère, disait-il, en se resservant une 3e fois. Maintenant, je cuisinais pour une seule personne, comme je le faisais depuis des mois. J'ai refermé l'enveloppe dans le coffre-fort, mais quelque chose m'a fait faire une pause. À côté de la lettre d'Harold se trouvait un autre document que j'avais presque oublié. La procuration qu'Harold avait insisté pour que je signe avant sa mort. Elle me donnait accès à un coffre-fort à la First National Bank, un que je n'avais jamais ouvert. Juste au cas où, avait dit mystérieusement Harold. Teresa, il pourrait arriver un moment où tu auras besoin de plus que de simples mots pour les faire écouter. Je n'avais jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Mais alors que j'étais assise dans ma cuisine vide, écoutant le silence là où le rire d'Otto résonnait autrefois, j'ai commencé à me demander si mon frère n'avait pas vu venir quelque chose que j'avais manqué. L'après-midi s'étendait devant moi, long et silencieux. Pas d'appel téléphonique d'Otto demandant des plans pour le week-end. Pas de visites impromptues où il pillait mon réfrigérateur et me racontait sa semaine. Juste le silence et le poids de décisions que je n'étais pas prête à prendre. Mais les mots d'Harold résonnaient dans ma mémoire. Elle saura quand le garçon sera prêt, s'il est prêt.
Pour la première fois en 3 ans, je commençais à penser que ci faisait beaucoup de travail. Mon téléphone a sonné, interrompant ma rumination. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose me semblait familier. Bonjour, Madame Valdez. C'est Jonathan Morrison de Morrison Keller & Associates. Nous nous sommes occupés de la succession de votre frère. Mon pouls s'est accéléré. Oui, je me souviens. Y a-t-il un problème? Pas exactement un problème, mais je voulais vous informer que nous avons reçu des demandes de renseignements sur la succession de Monsieur Morrison. Il semble que quelqu'un ait posé des questions sur les dispositions de l'héritage. J'ai serré le téléphone plus fort. Quel genre de questions? Eh bien, c'est ce qui est intéressant. Les demandes sont venues d'un certain M. Easton Valdez, prétendant effectuer une planification financière pour la famille. Il semblait particulièrement intéressé par le calendrier de versement et les conditions attachées à l'héritage. Easton, le père d'Otto, l'homme qui n'avait jamais montré d'intérêt pour Harold de son vivant, qui avait à peine assisté aux funérailles, était soudainement curieux de l'argent d'Harold. Que lui avez-vous dit? Rien, bien sûr. Secret professionnel. Mais Madame Valdez, je pense que vous devriez savoir qu'il semblait avoir des informations privilégiées sur le montant de l'héritage. Cela suggère que quelqu'un de proche de la situation a peut-être partagé des détails qu'il n'aurait pas dû. Après avoir raccroché, je suis resté assise, fixant le téléphone, les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit. L'intérêt soudain d'Easton pour la succession d'Harold. Le texto de Saria sur le fait de donner de l'espace à Otto. La façon dont Otto m'avait traité dernièrement, comme si j'étais un inconvénient plutôt qu'une famille. Ils savaient, d'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert l'héritage et ils se positionnaient pour influencer la relation d'Otto avec moi. Ils voulaient que je disparaisse de la scène pour pouvoir contrôler l'argent sans interférence. La belle ironie, c'est qu'ils n'avaient aucune idée que j'étais la seule chose qui se dressait entre Otto et son héritage. Ils essayaient d'éliminer la personne même dont leur plan dépendait. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé mon petit jardin où les roses qu'Harold m'avait aidé à planter il y a 5 ans fleurissaient encore malgré le froid d'octobre. Il savait que ce jour viendrait. Il s'y était préparé d'une manière que je ne commençais qu'à comprendre. Tu as toujours été le plus intelligent, ai-je chuchoté dans la pièce vide. Demain, j'ai décidé, j'irai à la First National Bank. Il était temps de voir ce que mon frère m'avait laissé d'autre dans ce coffre-fort. Quelque chose me disait que j'allais avoir besoin de tous les avantages possibles. Parce que si Saria et Easton pensaient pouvoir utiliser leur fils pour me mettre de côté et réclamer la fortune d'Harold, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Je n'étais peut-être qu'une grand-mère pour eux, facilement rejetée et tenue pour acquise, mais j'étais aussi la sœur d'Harold, et ils m'avaient confié plus de pouvoir qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Bientôt, ils comprendraient que leur plus grande erreur n'était pas de me sous-estimer. C'était d'apprendre à leur fils à faire la même chose. 2 semaines se sont écoulées dans un silence béni. Pas d'appel téléphonique exigeant des explications. Pas de texto culpabilisant sur les obligations familiales. Pas de visites inattendues où je devais faire semblant que le fait d'être traité comme une citoyenne de seconde zone dans la vie de mon propre petit-fils était en quelque sorte acceptable. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi-même. J'avais fait ma visite à la First National Bank 3 jours après ce dimanche désastreux. Ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort d'Harold m'a coupé le souffle. Non seulement des documents supplémentaires sur l'héritage, mais des dossiers détaillés de chaque conversation qu'Harold avait entendue entre Sarah, Easton et Otto à mon sujet au cours des 5 dernières années. Mon frère avait pris des notes. Des notes sur la façon dont ils avaient discuté de mon état mental déclinant lorsque j'avais oublié la fête du 21e anniversaire d'Otto, une fête qu'ils avaient délibérément programmée sans me le dire. Des notes sur leur plan de réduire progressivement ma participation à la vie d'Otto afin que la transition soit plus facile lorsque je deviendrais trop un fardeau. Harold avait tout vu et il s'était préparé en conséquence. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'Otto découvre l'héritage si tôt. Les coups à ma porte d'entrée ont commencé à 19h30 un mercredi soir. Pas un coup poli, pas la sonnette. De vrais coups, comme si quelqu'un essayait d'enfoncer la porte. J'ai posé mon thé et je me suis dirigé lentement vers la fenêtre, regardant à travers les stores. La Honda Civic d'Otto était garée dans mon allée, à un angle qui suggérait qu'il était pressé. Les coups ont continué, accompagnés maintenant de sa voix. « Grand-mère Teresa, je sais que tu es là. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » J'ai envisagé de l'ignorer.
Une partie de moi voulait le laisser là dehors et réfléchir à ce que cela faisait d'être rejeté, de voir ses besoins considérés comme sans importance, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte, et le spectacle qui m'a accueilli n'était pas ce à quoi je m'attendais. Otto avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, ses vêtements froissés, des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses mains tremblaient réellement. « Grand-mère » a-t-il dit, et sa voix s'est brisée comme s'il avait de nouveau 12 ans. « Dieu merci, tu as répondu. » Je suis resté dans l'embrasure de la porte, sans m'écarter pour le laisser entrer. « Otto, qu'est-ce qui t'amène ? Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît ? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » « Buster est avec toi ?» ai-je demandé doucement. Il a cligné des yeux, confus par la question. « Quoi ? Non, il est à la maison. » « Pourquoi serait-il ? » Puis la compréhension a fait son chemin et il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. « Grand-mère, à propos de ce jour-là. Le jour où tu as choisi ton chien plutôt que ta grand-mère ? » « Oui, je m'en souviens très bien. » Le visage d'Otto s'est décomposé. « J'ai été un idiot. Je le sais maintenant. S'il te plaît, puis-je juste entrer ? 5 minutes. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Otto a pratiquement trébuché à travers l'embrasure, son soulagement palpable. Nous nous sommes assis dans mon salon, la même pièce où il avait passé d'innombrables après-midi enfants, construisant des forts d'oreillers et suppliant pour des histoires. Maintenant, il était perché sur le bord de mon vieux canapé comme s'il avait peur qu'il ne s'effondre sous lui. « Grand-mère, j'ai trouvé quelque chose. » « Quelque chose sur l'oncle Harold. » J'ai gardé une expression neutre. « Oh !» Otto a sorti son téléphone, ses mains tremblant encore légèrement. « Un avocat m'a appelé hier. Morrison quelque chose. Il a dit qu'il y avait des documents que je devais signer concernant un héritage. » « Et que lui as-tu dit ? » Je lui ai dit que je ne savais rien d'aucun héritage. J'ai d'abord pensé que c'était une arnaque, mais ensuite il a mentionné ton nom comme l'exécutrice. Et je. La voix d'Otto s'est éteinte alors qu'il étudiait mon visage. Tu savais, n'est-ce pas ? Tu as su tout ce temps. J'ai croisé les mains sur mes genoux, ne disant rien. Grand-mère, a-t-il dit, l'oncle Harold m'a laissé de l'argent. Beaucoup d'argent. 2,4 millions de dollars. Le chiffre est sorti comme un murmure, comme si le dire trop fort pourrait le faire disparaître. C'est ce que monsieur Morrison t'a dit ? Il a dit que je devais te rencontrer pour discuter des conditions. Des conditions ? Grand-mère ? Il y a des conditions sur mon propre héritage et c'est toi qui décides si je les remplis. Otto s'est penché en avant, les yeux brillants de désespoir et de quelque chose d'autre. Du calcul. Quelles sont les conditions ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai étudié le visage de mon petit-fils, voyant des traces du petit garçon qui grimpait sur mes genoux quand les orages lui faisaient peur. Mais je voyais aussi quelque chose d'autre maintenant. Quelque chose qui m'a brisé le cœur, même en confirmant ce que j'avais soupçonné. Il n'était pas là parce que je lui manquais. Il n'était pas là parce qu'il regrettait d'avoir choisi un chien plutôt que sa grand-mère. Il était là parce qu'il voulait quelque chose de moi. Otto, ai-je dit doucement. Raconte-moi les 2 dernières semaines. Il a cligné des yeux, clairement décontenancé par le changement de sujet. Quoi ? Les 2 dernières semaines ? Depuis que tu m'as mis à la porte de ton appartement. Raconte-moi à quoi tu as pensé. Otto s'est agité inconfortablement. J'ai été occupé par le travail. Buster a dû aller chez le vétérinaire parce qu'il s'est blessé à la patte. Et tu as pensé à l'héritage. Non. Enfin, si, mais seulement depuis hier, quand l'avocat a appelé. Grand-mère, tu dois comprendre, si c'est réel, si l'oncle Harold m'a vraiment laissé ce genre d'argent. Tu as déjà commencé à planifier comment le dépenser. Le silence d'Otto était une réponse suffisante. Je me suis levé lentement, sentant chacun de mes 66 ans dans mes articulations. Otto, sais-tu quelles étaient les conditions de ton oncle ? Il a secoué la tête avec empressement. Responsabilité financière et respect des valeurs familiales. J'ai laissé chaque mot s'imprégner avant de continuer. Harold s'inquiétait pour toi, mon chéri. Il a vu comment tes parents t'ont élevé, a vu comment tu traitais les gens qui t'aimaient,
et il s'est inquiété de ce qui se passerait si tu recevais un héritage important sans l'avoir mérité. Le visage d'Otto s'est empourpré. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Respect des valeurs familiales. Je me suis dirigé vers le manteau où la photo d'Harold était posée à côté de photos d'Otto enfant. Sur l'une d'elles, Harold apprenait à Otto, 7 ans, à pêcher, tous deux souriant à l'appareil photo. Ton oncle Harold était un homme sage. Il savait que l'argent sans caractère est dangereux. Il voulait s'assurer que tu avais appris à apprécier les bonnes choses avant d'hériter de l'œuvre de sa vie. Mais j'ai appris ces choses. La voix d'Otto s'est élevée avec panique. J'ai un bon travail. Je paie mes factures. Je suis responsable. Je me suis retourné vers lui, voyant le désespoir dans ses yeux. Il y a 2 semaines, tu as exigé que je m'excuse auprès de ton chien ou que je quitte ta maison. Tu as choisi le confort d'un animal de compagnie plutôt que la dignité de la femme qui t'a élevé. Dis-moi, Otto, quelle valeur familiale cela démontre-t-il? La couleur a complètement quitté le visage d'Otto. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte comme un poisson cherchant de l'air. Grand-mère, C'était différent. J'avais une mauvaise journée et Buster compte beaucoup pour moi et je ne. La question est restée en suspens entre nous. Otto m'a regardé et pour la première fois, je l'ai vu me voir vraiment. Non pas comme un obstacle à son héritage, non pas comme une babysitter ou une fournisseuse de biscuits pratiques, mais comme un être humain dont les sentiments comptaient. Si, tu comptes, a-t-il chuchoté. Si, tu comptes beaucoup pour moi. Vraiment, Otto? Parce que tes actions suggèrent le contraire. Il a enfoui son visage dans ses mains. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Grand-mère, je suis tellement désolé. J'ai été un tel con. Maman et papa, ils ont dit des choses sur toi. Sur le fait que tu vieillis et que tu deviens peut-être un fardeau. Et je suppose que j'ai commencé à les croire. Nous arrivions maintenant à la vérité. Quel genre de choses ont-ils dites? Otto a levé les yeux, les larmes aux yeux. Ils ont dit que tu devenais nécessiteuse, que tu essayais de contrôler ma vie en me faisant culpabiliser de ne pas assez te rendre visite. Ils ont dit que ce serait plus sain pour nous deux si j'établissais des limites. Des limites? C'était le mot préféré de Sarah quand elle voulait me couper de quelque chose. Et tu les as crus? Je voulais les croire, a-t-il admis, la voix brisée. C'était plus facile que d'admettre que j'étais égoïste. C'était plus facile que de reconnaître que je te prenais pour acquise. Otto a glissé du canapé et s'est mis à genoux à côté de ma chaise, me regardant avec la même expression qu'il avait à 5 ans lorsqu'il avait cassé mon vase préféré. Grand-mère, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Dis-moi ce que je dois faire pour prouver que j'ai appris de tout ça. Je ferai n'importe quoi. J'ai regardé ce jeune homme qui portait mon sang, qui avait été le centre de mon monde pendant 2 décennies, le garçon que j'avais aimé inconditionnellement, qui m'avait brisé le cœur par sa cruauté désinvolte. Otto, il y a autre chose que tu dois savoir sur l'héritage. Son souffle s'est coupé. Quoi? Les conditions ne concernent pas seulement le fait de te prouver à Harold. Elles concernent le fait de te prouver à moi. C'est moi qui décide si tu es prêt pour cette responsabilité. Moi, la grand-mère que tu as rejetée. Moi, la femme pour qui tu as choisi un chien. Tout le poids de sa situation l'a finalement frappé. Je pouvais le voir dans ses yeux, la prise de conscience que son avenir dépendait entièrement de la personne qui l'avait le plus maltraité. Grand-mère, a-t-il chuchoté. Que puis-je faire? Comment puis-je réparer ça? Je me suis levé, lissant ma jupe. C'est quelque chose que tu vas devoir découvrir par toi-même, Otto. Mais je vais te donner un indice. Il ne s'agit pas de ce que tu peux faire pour moi. Il s'agit de qui tu choisis de devenir. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et Otto s'est précipité pour me suivre. Attends, c'est tout? Tu ne vas pas me dire ce que Harold voulait? Tu ne vas pas me donner une liste d'exigences? J'ai ouvert la porte. Un air frais du soir s'est engouffré. Harold m'a fait confiance pour savoir quand tu serais prêt, Otto. En ce moment, tu n'en es même pas proche. Otto se tenait dans l'embrasure de ma porte, l'air perdu et terrifié. Combien de temps ai-je? Tu auras 25 ans dans 18 mois. C'est à ce moment-là qu'Harold voulait que la majeure partie de l'héritage soit libérée. 18 mois, a-t-il répété d'une voix sourde.
18 mois pour prouver que tu as appris ce que signifie vraiment la famille. 18 mois pour me montrer que tu es digne de la confiance d'Harold. J'ai fait une pause, regardant ce jeune homme qui m'avait causé tant de chagrin. Otto, ton oncle t'a laissé cet argent parce qu'il croyait que tu avais le potentiel d'être un homme bon. Mais le potentiel ne suffit pas. Tu dois choisir de devenir cette personne. Alors qu'Otto retournait à sa voiture, les épaules affaissées de défaite, je l'ai regardé depuis l'embrasure de ma porte. Il est resté assis sur son siège de conducteur pendant plusieurs minutes, la tête dans les mains, avant de finalement démarrer le moteur. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant le poids du pouvoir que je détenais. 2,4 millions de dollars étaient en jeu, mais plus important encore, le caractère d'Otto l'était aussi. Harold avait eu raison de s'inquiéter. Le garçon avait un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais vu une fissure dans l'armure de droit que Saria et Easton avaient construite autour de leur fils. Un aperçu du jeune homme repentant et effrayé sous l'extérieur gâté. Que cette fissure s'élargirait en un véritable changement restait à voir. Mais j'avais 18 mois pour le découvrir. Le téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin. J'étais déjà réveillé, assise à ma table de cuisine avec mon café, regardant le lever du soleil peindre mon petit jardin de nuances d'or et d'ambre. J'attendais cet appel depuis qu'Otto avait quitté ma maison il y a 3 jours, l'air d'un homme qui venait de découvrir que tout son avenir reposait entre les mains de quelqu'un qui l'avait profondément offensé. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Saria, j'ai laissé sonner. Il s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. Ce schéma a continué pendant 10 minutes avant que je ne réponde enfin. Bonjour, Saria. Teresa. Sa voix était vive, coupante. La fausse douceur qu'elle employait habituellement lorsqu'elle voulait quelque chose n'était nulle part. Nous devons parler. Le devons-nous? Ne joue pas à des jeux avec moi. Otto nous a parlé de l'héritage, des conditions d'Harold. J'ai pris une gorgée de mon café, savourant à la fois la chaleur et la fureur à peine contrôlée dans la voix de ma belle-fille. Et qu'est-ce qu'Otto t'a dit exactement? Que tu es en quelque sorte responsable de savoir s'il obtient l'argent d'Harold. Que tu décides s'il en est digne. Elle a craché le dernier mot comme s'il avait un goût amer. Harold a laissé des instructions très précises dans son testament. Oui, c'est ridicule. Otto est le neveu d'Harold, son seul neveu. Cet argent devrait lui revenir automatiquement. Le devrait-il? J'ai gardé ma voix douce, conversationnelle. Pourquoi? La question a semblé prendre Saria au dépourvu. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les héritages. L'argent de la famille va à la famille. Je vois. Et quand Harold était en vie, combien de temps toi et East avez-vous passé avec lui? Combien de visites? Combien d'appels téléphoniques? Le silence s'est étiré sur la ligne. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Saria et Easton avaient traité Harold de la même manière qu'ils avaient finalement appris à Otto à me traiter. Comme un inconvénient, quelqu'un dont la seule valeur résidait dans ce qu'il pourrait laisser derrière lui à sa mort. C'est différent, a finalement dit Saria, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Harold faisait aussi partie de la famille. Où était Otto quand Harold a eu sa crise cardiaque? Où étiez-vous quand il était allongé dans ce lit d'hôpital pendant 3 jours avant de mourir? On était occupés. Otto avait du travail et on ne pouvait pas tout laisser tomber. Mais vous pouvez tout laisser tomber maintenant qu'il y a de l'argent en jeu. Le silence qui a suivi était chargé de rage. Quand Saria a de nouveau parlé, sa voix était glaciale. Easton et moi passons. On sera là dans 1 heure. Je ferai plus de café, ai-je dit agréablement et j'ai raccroché. Ils sont arrivés exactement 58 minutes plus tard. Saria a remonté mon allée comme si elle menait une armée, avec Easton la suivant, l'air nettement mal à l'aise. Par ma fenêtre, je pouvais voir Otto assis dans leur voiture, apparemment relégué à attendre dehors comme un enfant dont les adultes discutent. J'ai ouvert la porte avant que Sura ne puisse frapper, ce qui a semblé la déséquilibrer. Elle avait probablement prévu une entrée dramatique. Saria, Easton, entrez s'il vous plaît. Saria est passée devant moi dans mon salon, ses talons de créateur claquant contre mes parquets. Elle était habillée pour la bataille, tailleur pantalon, cheveux tirés en arrière sévèrement, maquillage appliqué comme une peinture de guerre. Easton a suivi plus lentement, me saluant de la politesse maladroite d'un homme qui savait qu'il allait regarder sa femme faire une scène. Asseyez-vous,
a ordonné Saria comme si elle était chez elle au lieu de chez moi. Je suis resté debout. Je préfère rester debout. Merci. Très bien. Saria s'est tournée pour me faire face, les bras croisés. Coupons court aux mondanités. Tu tiens l'héritage d'Otto en otage pourquoi? Le faire sauter à travers des cerceaux pour ton divertissement. J'honore les souhaits d'Harold. Harold est mort. Il ne peut pas contrôler les gens depuis l'au-delà. En fait, si. C'est comme ça que fonctionnent les testaments. Saria, sûrement quelqu'un avec ton éducation comprend ça. Easton s'est raclé la gorge. Teresa, peut-être qu'on pourrait en discuter raisonnablement. Que doit faire Otto exactement pour remplir les conditions d'Harold? J'ai tourné mon attention vers lui, notant avec quelle attention il évitait les yeux de sa femme. Easton avait toujours été le plus rationnel des deux, bien qu'il ait depuis longtemps abandonné tout pouvoir de décision à Serea. Harold voulait qu'Otto fasse preuve de responsabilité financière et de respect pour les valeurs familiales. D'accord, a dit lentement Easton. Ce sont des critères raisonnables. Otto a un bon travail. Il paie ses factures. Vraiment? Je les ai regardées tour à tour. Parce que selon mes sources, Otto complète ses revenus avec des prêts réguliers de votre part. Des prêts qui ne semblent jamais être remboursés. Le visage de Sarah s'est empourpré. Ça ne te regarde pas, si, quand il s'agit de l'argent d'Harold. Dis-moi, combien Otto vous a-t-il emprunté l'année dernière? Easton s'est agité inconfortablement. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. 12 000 $, ai-je dit doucement. 12 000 $ en prêt pour des réparations de voitures qui n'étaient pas nécessaires, des vacances qu'il ne pouvait pas se permettre et des meubles de créateur pour un appartement qu'il peut à peine se permettre de louer. La couleur a quitté leurs deux visages. Il ne s'attendait clairement pas à ce que j'ai des chiffres précis. Comment sais-tu? Sarah a commencé, puis s'est arrêtée. Comment je sais? De la même manière que je sais que vous deux avez 35 000 $ de dette de carte de crédit, que vous avez utilisé la cote de crédit d'Otto pour obtenir des prêts que vous ne pouvez pas obtenir par vous-même, et que vous avez dit à Otto que je devenais un fardeau pour l'encourager à prendre ses distances avec moi. La composure de Sia a craqué. Tu nous as espionnés. J'ai observé ma famille comme Harold m'a appris à le faire. Je me suis dirigé vers mon manteau de cheminée et j'ai pris la photo d'Harold apprenant à Otto à pêcher. Vous voyez, Harold ne s'inquiétait pas seulement du caractère d'Otto. Il s'inquiétait de votre influence sur le caractère d'Otto. Il a gardé des notes très détaillées sur le genre de personne que vous l'éleviez à devenir. Easton s'est levé brusquement. Quel genre de notes? Le genre qui détaille chaque conversation qu'Harold a entendue sur vos projets pour l'avenir d'Otto, y compris vos discussions sur la facilité avec laquelle il serait de gérer les finances d'Otto si sa grand-mère gênante était hors de vue. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Saria était passé du rouge au pâle, puis à une couleur grisâtre maladive. Harold vous a entendu, ai-je continué doucement. Il vous a entendu dire à Otto que je devenais sénile, que j'essayais de le manipuler avec de la culpabilité, qu'il devait établir des limites avec moi. Il a entendu chaque chose cruelle que vous avez dite sur la femme qui a élevé votre fils pendant que vous étiez trop occupé à construire vos carrières. Saria s'est laissée tomber sur mon canapé. Le combat avait soudainement disparu d'elle. Harold vous a aussi entendu discuter de ce que vous feriez de l'héritage d'Otto quand il l'aurait. La nouvelle maison que vous l'aideriez à acheter, avec vous deux comme co-signataires, bien sûr. Les opportunités d'investissement que vous le guideriez, gérées par le cabinet d'Easton naturellement, la façon dont vous prévoyiez de vous assurer que cet argent profiterait à toute la famille. La voix d'Easton était à peine un murmure. Teresa, s'il te plaît. Nous aimons Otto. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour lui. Vraiment? Parce que de là où je suis, il semble que vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour votre compte en banque. J'ai reposé la photo sur le manteau et je me suis tourné pour leur faire face à tous les deux. Harold savait que si Otto héritait de 2,4 millions de dollars demain, il n'apprendrait jamais la valeur du travail, l'importance de la famille ou la différence entre les gens qu'il aime et les gens qui aiment son argent. Il deviendrait exactement ce que vous l'avez entraîné à être. Un jeune homme gâté et privilégié qui pense que le monde lui doit tout et n'apprécie rien. Saria a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas simplement décider qu'Otto ne mérite pas son héritage. Harold lui a laissé cet argent. Harold a laissé cet argent à l'homme qu'il espérait qu'Otto pourrait devenir. Que Otto devienne cet homme dépend de lui et de vous. Apparemment.
Sarah s'est levée, sa colère revenant. Tu peux t'asseoir ici comme une sorte de juge décidant si notre fils est digne de l'argent de sa propre famille. Oui, ai-je dit simplement. C'est ce que je fais. La reconnaissance brutale de mon pouvoir a semblé les frapper tous les deux comme un coup physique. Pendant 22 ans, ils m'avaient vu comme la grand-mère pratique, facile à gérer et finalement jetable. Maintenant, ils réalisaient que je détenais tout l'avenir financier de leur fils entre mes mains. Que veux-tu, a demandé doucement Easton. Je ne veux rien. Mais Harold voulait qu'Otto apprenne le respect, la responsabilité et un véritable souci de la famille. Pas le genre d'obligation familiale qui vient avec un prix, mais un amour et un engagement réel. J'ai regardé par la fenêtre où Otto était toujours assis dans leur voiture, la tête dans les mains. En ce moment, Otto panique parce qu'il a réalisé qu'il a maltraité sa grand-mère et que cela pourrait lui coûter de l'argent. Ce n'est pas du remords. C'est du calcul. Tant qu'il ne pourra pas ressentir un regret sincère d'avoir blessé quelqu'un qu'il aime, indépendamment des conséquences financières, il n'est pas prêt pour la fiducie d'Harold. Saria respirait lourdement, les mains serrées en poing. C'est de l'extorsion. Non, c'est de la responsabilité. Quelque chose qu'Otto n'a jamais connu grâce à vous deux. Easton s'est dirigé vers la porte, tirant sa femme avec lui. Allez, Saria. On doit y réfléchir. À la porte, Saria s'est retournée vers moi, les yeux brillants de larmes de rage et de frustration non versées. Tu penses avoir gagné quelque chose ici, Teresa, mais les familles sont compliquées. Les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'Otto ne mérite pas son héritage. Tu as raison, ai-je dit. Les familles sont compliquées, mais l'amour ne devrait pas l'être. Et tant qu'Otto n'apprendra pas la différence entre aimer quelqu'un et utiliser quelqu'un, l'argent d'Harold reste là où il est. Ils sont partis sans un autre mot. Saria a claqué ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler les fenêtres. À travers mes stores, je les ai regardés avoir ce qui ressemblait à une dispute intense dans mon allée avant qu'Otto ne sorte de la voiture, et tous les trois ont continué la discussion en chuchotant durement. Finalement, ils sont partis, me laissant seul avec mes pensées et mon nouveau pouvoir. Je me suis versé une autre tasse de café et je me suis rassise à ma table de cuisine. Dehors, le soleil du matin avait cédé la place à d'épais nuages, et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Pendant 22 ans, j'avais été le membre de la famille sur qui ils pouvaient compter pour absorber leurs critiques, accepter leurs excuses et les aimer inconditionnellement malgré leurs défauts. J'avais été le filet de sécurité qu'ils n'avaient jamais reconnu, mais qu'ils s'attendaient toujours à trouver. Maintenant, pour la première fois, ils avaient besoin de quelque chose de moi que j'avais le pouvoir de refuser. L'ironie était belle. En essayant de me chasser de la vie d'Otto, ils avaient découvert que j'étais la personne la plus importante de celle-ci. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Grand-mère, c'est Otto. Maman a pris mon téléphone, mais j'ai emprunté celui d'un ami. Peut-on s'il te plaît parler? Je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire sur le fait de devenir la personne que l'oncle Harold voulait que je sois. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je veux essayer de la mériter. J'ai fixé le message pendant longtemps avant de le supprimer. Comprendre n'était que la première étape. Maintenant, Otto devait prouver qu'il pouvait changer, non pas parce qu'il voulait l'argent, mais parce qu'il voulait devenir un homme meilleur. Et cela allait prendre bien plus qu'un texto. 3 mois se sont écoulés avant que je n'aie de nouveau des nouvelles d'Otto. Je m'attendais à ce qu'il revienne en rampant en quelques jours, armé de grands gestes et de promesses vides. Je m'attendais à ce que Saria et Easton orchestrent une sorte d'intervention, peut-être en impliquant d'autres membres de la famille ou même en engageant leur propre avocat pour contester le testament d'Harold, mais il n'y a eu que le silence. Au début, je me suis demandé s'ils avaient trouvé une faille juridique, un moyen de contourner les conditions d'Harold. J'ai appelé Jonathan Morrison pour vérifier, et il m'a assuré que le testament d'Harold était en béton. Otto ne pouvait pas hériter d'un centime sans mon approbation. Et toute tentative de contester cela entraînerait la totalité de l'héritage allant à une œuvre de charité. J'ai donc attendu, m'occupant de mon jardin et vivant ma vie tranquille, me demandant si Otto avait abandonné ou si quelque chose de plus profond se passait. La réponse est venue un jeudi après-midi de janvier sous la forme d'un léger coup à ma porte d'entrée. Non pas les coups désespérés d'il y a 3 mois, mais un son doux et respectueux. Je l'ai ouverte pour trouver Otto debout sur mon porche, et le changement en lui était immédiatement apparent. Il avait perdu du poids, ses vêtements étaient plus simples et moins chers, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. L'arrogance et le droit étaient partis,
remplacé par quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant. L'humilité. Bonjour, grand-mère Teresa, a-t-il dit doucement. Je me demandais si vous auriez le temps de parler. J'ai étudié son visage, cherchant des traces du désespoir calculateur que j'avais vu auparavant. Au lieu de cela, j'ai vu de la fatigue, de l'incertitude et ce qui ressemblait à une tristesse sincère. Entrez, ai-je dit. Nous nous sommes assis dans mon salon, mais cette fois, Otto ne s'est pas perché sur le bord du meuble comme s'il prévoyait une fuite rapide. Il s'est installé dans le vieux canapé, regardant la pièce avec ce qui semblait être de la nostalgie. Je me souviens d'avoir construit des forts ici, a-t-il dit doucement. Tu me laissais utiliser toutes tes bonnes couvertures, même si maman disait que je les abîmerais. Tu n'as jamais rien abîmé, ai-je répondu. Tu as toujours été prudent avec mes affaires. Il a hoché la tête, puis a pris une profonde inspiration. Grand-mère, je dois te dire comment se sont passés ces 3 derniers mois. D'accord. D'abord, je dois te faire savoir que je n'ai pas parlé à maman ou papa depuis le jour où ils sont venus ici. Quand nous avons quitté ta maison ce jour-là, ils ont passé tout le trajet à me dire ce que je devais faire pour te manipuler afin que tu débloques l'héritage. Mon cœur s'est serré, bien que je n'ai pas été surprise. Qu'ont-ils suggéré? Ils voulaient que je fasse semblant d'être malade, que je te fasse culpabiliser de retenir de l'argent qui pourrait t'aider à payer mes factures médicales. Quand j'ai refusé, papa a suggéré que je devrais menacer de couper définitivement le contact avec toi si tu ne signais pas les papiers. La voix d'Otto était stable, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Quand je leur ai dit que je ne te manipulerais plus, maman a dit que j'étais stupide et naïf. Elle a dit que tu n'étais qu'une vieille femme essayant de se sentir importante et que si je jouais le jeu pendant quelques mois, j'obtiendrais l'argent et pourrais reprendre ma vie. Et qu'as-tu dit à cela? Je leur ai dit que si c'est ce qu'ils pensaient de toi, de la femme qui m'a élevé pendant qu'ils construisaient leur carrière, alors je ne voulais plus de leurs conseils. Otto s'est penché en avant, les mains jointes fermement. Grand-mère, j'ai quitté mon appartement. Cela m'a surprise. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas me le permettre. Pas vraiment. Je vivais d'un chèque de paie à l'autre, empruntant de l'argent à mes parents chaque fois que je voulais quelque chose de sympa, n'apprenant jamais vraiment à gérer mes finances de manière responsable. Il a esquissé un sourire amer. C'est un peu difficile de prouver sa responsabilité financière quand on n'a jamais été financièrement responsable. Où vis-tu maintenant? J'ai un petit studio de l'autre côté de la ville. Ce n'est rien de luxueux, mais le loyer n'est que de $600 par mois, et je peux réellement me le permettre avec mon salaire. J'ai ressenti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la fierté, mais j'ai gardé une expression neutre. Et Buster? Le visage d'Otto s'est affaissé. J'ai dû m'en séparer. Le nouvel appartement n'autorise pas les animaux. Et même s'il le faisait, j'ai réalisé que j'avais pris Buster pour toutes les mauvaises raisons. Je n'étais pas prêt à prendre soin d'un autre être vivant alors que je ne pouvais même pas prendre soin de moi-même correctement. Cet aveu m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Ce petit chien avait été le catalyseur de notre rupture, mais entendre qu'Otto s'en était séparé suggérait un niveau de conscience de soi que je n'avais pas anticipé. Qu'est-il devenu? Je lui ai trouvé un bon foyer avec un couple de retraités qui ont un grand jardin et tout le temps du monde pour le gâter. Il m'envoie des photos parfois. Il est heureux. Otto a sorti son téléphone et m'a montré une photo de Buster jouant dans un grand jardin avec un homme âgé. Le chien avait l'air conte, insouciant. Ça a dû être difficile pour toi. Ça l'a été, mais c'était la bonne chose à faire. J'avais pris Buster parce que j'étais seul, mais j'essayais de combler cette solitude avec quelque chose qui exigeait plus de responsabilité que ce à quoi j'étais prêt. Un peu comme la façon dont je traitais aussi mes relations avec les gens. Il y avait une sagesse dans cette déclaration qui m'a surprise. Comment ça? Otto est resté silencieux un moment, choisissant ses mots avec soin. J'ai réalisé que j'ai traité tout le monde dans ma vie comme s'ils existaient pour me faire sentir mieux dans ma peau. Tu étais censé être la grand-mère qui me faisait me sentir aimé et spécial. Maman et papa étaient censés être les parents qui me facilitaient la vie. Même mes amis, je les ai choisis parce qu'ils me faisaient me sentir important ou réussi. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis quand je n'obtiens pas de validation constante des autres. C'est plus difficile que je ne le pensais. Je me suis retrouvée penchée en avant, sincèrement curieuse de cette transformation. Que as-tu découvert? Que je ne me connais pas très bien. Pendant 22 ans,
je me suis défini par ce que les autres me donnaient ou faisaient pour moi. J'étais le petit-fils que tu gâtais, le fils dans lequel mes parents investissaient, l'ami qui pouvait toujours payer l'addition. Mais quand j'ai enlevé tout ça, il a haussé les épaules, je ne suis pas sûr qu'il restait grand-chose. Et c'est pour ça que tu es resté à l'écart pendant 3 mois. En partie, mais aussi parce que je savais que si je revenais trop tôt, ce ne serait qu'une autre manipulation. Je reviendrai parce que je voulais quelque chose de toi, pas parce que j'aurais vraiment changé. Otto a croisé mon regard directement. Je veux être clair sur quelque chose, grand-mère. Je veux toujours l'héritage de l'oncle Harold. Je mentirais si je disais que non. Cet argent changerait ma vie d'une manière que j'ai à peine du mal à imaginer. J'ai apprécié son honnêteté, même si elle confirmait mes craintes, mais il a continué, je n'en veux plus si l'obtenir signifie devenir le genre de personne qui manipule et blesse les gens qu'il aime. J'ai passé 3 mois à vivre comme une personne normale avec un revenu normal et des responsabilités normales. Et tu sais ce que j'ai découvert? Quoi? Je vais bien. Je vais vraiment bien. Je n'ai pas besoin de 2,4 millions de dollars pour être heureux. Je n'ai pas besoin de l'approbation de mes parents ni de leur soutien financier. Je n'ai pas besoin d'un appartement de luxe, d'une voiture chère ou d'un chien de marque pour me sentir bien dans ma peau. La voix d'Otto est devenue plus forte alors qu'il parlait. Pour la première fois de ma vie, je subviens entièrement à mes besoins. J'apprends à cuisiner au lieu de commander à emporter tous les soirs. Je vais au travail à pied au lieu de conduire partout. Je lis des livres de la bibliothèque au lieu d'acheter tout ce que je veux en ligne. Et comment te sens-tu? J'ai l'impression que je grandis enfin. Je me suis rassise dans mon fauteuil, digérant ce que j'avais entendu. Ce n'était pas le jeune homme désespéré et calculateur qui avait cogné à ma porte il y a 3 mois. C'était quelqu'un qui semblait sincèrement engagé dans le changement. Mais je devais en être sûr. Otto, que penses-tu qu'Harold voulait dire par respect des valeurs familiales? Il a réfléchi attentivement. Je pense qu'il voulait dire comprendre que la famille, ce n'est pas ce que les gens peuvent faire pour vous. C'est ce que vous êtes prêt à faire pour eux, même quand c'est difficile ou gênant. Donne-moi un exemple. Comme la façon dont tu t'es occupé de moi quand j'étais petit, même si maman et papa étaient si occupés par leur carrière. Tu n'as pas été payé pour ça. Tu n'as pas eu de reconnaissance pour ça. Tu l'as fait parce que tu m'aimais et parce que j'avais besoin de quelqu'un. Et j'ai repayé cet amour en te traitant comme si tu étais jetable au moment où il est devenu gênant de t'apprécier. La voix d'Otto s'est légèrement brisée. Grand-mère, je ne peux pas annuler le jour où j'ai choisi Buster plutôt que toi. Je ne peux pas reprendre toutes les fois où j'ai laissé maman et papa parler mal de toi sans te défendre. Je ne peux pas effacer les années où j'ai pris ton amour pour acquis. Non, tu ne peux pas, mais je peux te promettre que si tu me donnes une autre chance, je passerai le reste de ma vie à prouver que j'ai appris de ces erreurs. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, le vent de janvier secouait mes fenêtres, et je pouvais entendre les enfants des voisins jouer dans leur jardin malgré le froid. Otto, ai-je dit finalement, je veux que tu réfléchisses très attentivement avant de répondre à cette question. Il a hoché la tête. Si je décidais demain que tu n'hériterais jamais de l'argent d'Harold, si je déterminais que tu n'avais pas assez changé pour remplir ces conditions, voudrais-tu toujours une relation avec moi? Otto n'a pas hésité. Oui. Même si cela signifiait décevoir tes parents? Même si cela signifiait accepter que tu avais perdu 2,4 millions de dollars à cause de tes propres erreurs? Oui. Pourquoi? Parce que tu es ma grand-mère. Parce que tu m'as aimé quand je ne le méritais pas. Et tu es toujours la même après que je t'ai blessé. Parce que je comprends enfin que certaines choses sont plus importantes que l'argent. Otto s'est penché en arrière, la fatigue visible sur son visage. Grand-mère, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais envisagerais-tu de me donner une chance de prouver que j'ai changé? Pas pour l'héritage, mais pour nous? J'ai étudié son visage, cherchant toute trace de tromperie ou de calcul. Ce que j'ai vu à la place, c'est de la vulnérabilité, de l'espoir et ce qui ressemblait à un amour sincère. Que avais-tu en tête? Laisse-moi prendre soin de toi pendant un certain temps. Non pas parce que tu as besoin qu'on prenne soin de toi, mais parce que je le veux. Laisse-moi venir une fois par semaine pour aider avec les courses, le jardinage ou tout ce qui doit être fait. Laisse-moi apprendre de toi comme j'aurais dû l'apprendre depuis le début. Et l'héritage? Quoi que tu décides à ce sujet, je l'accepterai. Si tu penses que je l'ai mérité, je serai reconnaissant.
Si tu ne penses pas que je suis prêt, je continuerai à travailler pour devenir l'homme que l'oncle Harold croyait que je pouvais être. J'ai regardé ce jeune homme qui portait mon sang, qui m'avait brisé le cœur et qui demandait maintenant la chance de le réparer. La transformation n'était pas complète. Le vrai changement prend du temps, mais les bases étaient là. Très bien, Otto, nous essaierons. Le soulagement sur son visage était si profond que j'ai failli sourire. Mais j'ai continué, il ne s'agit pas de te prouver pour l'héritage. Il s'agit de reconstruire notre relation. L'argent est séparé de cela. Je comprends. Et si tes parents essaient d'interférer, s'ils te poussent à me manipuler ou à précipiter ce processus? Ils ne le feront pas, a dit fermement Otto. Je ne leur ai pas parlé depuis octobre, et je n'ai pas l'intention de le faire tant qu'ils ne seront pas prêts à te traiter avec le respect que tu mérites. Maintenant, j'ai souri. Cela pourrait prendre très longtemps. Alors ce sera très longtemps. Alors qu'Otto se préparait à partir, il s'est arrêté à la porte. Grand-mère, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que l'oncle Harold serait fier des changements que j'essaie de faire? J'ai pensé à mon frère, à sa sagesse tranquille et à sa foi en la bonté fondamentale des gens. Je pense qu'Harold dirait, tu deviens enfin l'homme qu'il a toujours su que tu pouvais être. Otto a hoché la tête, les larmes aux yeux. Alors c'est assez pour l'instant. Après son départ, je me suis assise dans mon salon alors que le soleil d'hiver se couchait derrière les nuages. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé espérer, la possibilité que mon petit-fils mérite réellement son héritage après tout. Mais il restait encore du temps dans le calendrier de 18 mois d'Harold, et un vrai changement devrait être prouvé par des actions, pas par des mots. Le test le plus difficile était encore à venir. L'appel est arrivé à 2 heures du matin un mardi de fin mars. J'avais eu du mal à dormir ces derniers temps, mon arthrite se manifestant avec le changement de temps, alors j'étais réveillé quand le téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais quelque chose dans l'heure tardive m'a poussé à répondre. Madame Valdez, c'est le docteur Martinez de l'hôpital Saint-Maries. Votre petit-fils Otto m'a demandé de vous appeler. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce qu'il va bien? Que s'est-il passé? Il va bien, mais il est ici toute la nuit. Il y a eu un accident impliquant ses voisins, un couple de personnes âgées, et Otto est resté avec eux depuis leur arrivée. Il m'a demandé de vous appeler parce qu'il ne voulait pas que vous vous inquiétiez si vous essayiez de le joindre. Je cherchais déjà mes vêtements. Quel genre d'accident? Un incendie de maison. Ils souffrent tous les deux d'inhalation de fumée, et le monsieur a quelques brûlures aux mains. Otto a apparemment vu la fumée de la fenêtre de son appartement et a appelé le 911, puis est entré dans la maison pour les aider à sortir. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de fierté mêlée de terreur. J'arrive tout de suite. Le trajet jusqu'à l'hôpital a semblé interminable. Au cours des 6 mois qui ont suivi le retour d'Otto dans ma vie, il avait tenu parole. Il venait tous les dimanches, non pas pour demander quoi que ce soit, mais simplement pour passer du temps avec moi. Il m'avait aidé à planter un nouveau jardin, m'avait appris à utiliser certaines des fonctionnalités de mon smartphone et avait écouté pendant que je partageais des histoires sur son enfance qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Mais plus important encore, je l'avais vu lutter avec un véritable changement. Ça n'avait pas été facile pour lui. Je l'avais vu se battre avec la solitude lorsqu'il avait choisi d'arrêter de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas pour des activités sociales. Je l'avais vu ravaler sa fierté lorsqu'il avait dû refuser des invitations parce qu'il respectait son budget. Je l'avais vu se mordre la langue lorsque ses anciens amis se moquaient de son appartement plus petit et de son style de vie plus simple. Pendant tout ce temps, il n'avait jamais mentionné l'héritage ni posé de questions sur ses progrès pour remplir les conditions d'Harold. J'ai trouvé Otto dans la salle d'attente familiale, portant toujours un pantalon de pyjama et un t-shirt taché de fumée. Son visage était strié de suie et ses mains étaient bandées. « Grand-mère » a-t-il dit en se levant en me voyant. « Je suis désolé que le docteur Martinez vous ait appelé si tard. Je pensais juste. » Je l'ai interrompu par un câlin, quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis des années. Il m'a serré fort et je pouvais le sentir trembler. « Dis-moi ce qui s'est passé, » ai-je dit. Otto m'a conduite à une paire de chaises dans le coin. Mes voisins, M et Madame Chen, ils ont tous les deux 80 ans. J'ai entendu Madame Chen crier vers minuit et j'ai regardé par la fenêtre pour voir de la fumée sortir de leur cuisine. Alors, tu as appelé les pompiers? Oui, mais il leur fallait du temps pour arriver.
Et je pouvais voir Monsieur Chen essayer d'aller à la cuisine où Madame Chen était piégée par les flammes. La voix d'Otto était stable, mais je pouvais voir l'impact de la nuit dans ses yeux. Je ne pouvais pas simplement attendre et regarder. Monsieur Chen utilise un déambulateur, et Madame Chen a du mal à se déplacer rapidement à cause de sa prothèse de hanche, alors je suis allé les aider. Otto, tu aurais pu être tué. Je sais, mais grand-mère, ils avaient besoin d'aide et j'étais le seul là-bas. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si quelque chose leur était arrivé parce que j'avais trop peur d'agir. Un médecin en blouse s'est approché de nous. Êtes-vous Madame Valdez? Oui. Votre petit-fils est un véritable héros. Il a fait sortir Aimé Madame Chen de la maison en toute sécurité. Madame Chen devra rester la nuit en observation, mais les brûlures de Monsieur Chen sont mineures. Ils vont s'en sortir. Après le départ du médecin, je me suis tourné vers Otto. Comment t'es-tu blessé aux mains? Otto a baissé les yeux sur ses bandages, penaud. Monsieur Chen essayait de retourner dans la maison pour sauver leur chat. J'ai dû l'arrêter physiquement et ensuite y retourner moi-même pour le trouver. Tu es retourné dans une maison en feu pour un chat. Elle s'appelle Mimi. C'est leur compagne depuis 12 ans. Monsieur Chen était prêt à risquer sa vie pour elle, et je ne pouvais pas le laisser faire ça. L'as-tu trouvé? Otto a souri pour la première fois depuis mon arrivée. Elle se cachait sous leur lit, effrayée, mais indemne. Les pompiers étaient arrivés à ce moment-là, et ils m'ont aidé à la faire sortir en toute sécurité. J'ai regardé mon petit-fils, le voyant avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas le jeune homme qui avait exigé que je m'excuse auprès de son chien il y a 18 mois. C'était quelqu'un qui a risqué sa vie pour des voisins âgés et leur animal de compagnie, qui est resté à l'hôpital toute la nuit pour s'assurer qu'ils allaient bien. Qui a pensé à appeler sa grand-mère pour qu'elle ne s'inquiète pas, Otto, ai-je dit doucement. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où l'héritage d'Harold a été révélé, sur le fait de vouloir devenir l'homme qu'il croyait que tu pouvais être. Otto a hoché la tête. Ce soir, tu es devenu cet homme. Nous avons passé le reste de la nuit à l'hôpital. Otto a refusé de partir tant qu'il n'était pas certain que les chaînes étaient stables, et j'ai refusé de le laisser. Alors que le soleil se levait, peignant la salle d'attente de l'hôpital de pastel doux, j'ai pris une décision qui mûrissait dans mon cœur depuis des mois. Otto, je dois te dire quelque chose. Il m'a regardé, l'épuisement évident sur son visage. Les conditions d'Harold pour l'héritage n'ont jamais vraiment porté sur la responsabilité financière ni même sur le respect des valeurs familiales, bien que ces choses comptent. Otto a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo que j'avais prise il y a des mois. Une photo d'une lettre qu'Harold m'avait écrite, séparée de son testament. Ton oncle Harold craignait que tu n'apprennes jamais à penser à quelqu'un d'autre que toi. Il avait peur que sans conséquence, tu deviennes une personne qui prend tout et ne donne rien en retour. Otto a lu la lettre lentement, son expression changeant à mesure qu'il absorbait les mots d'Harold sur le caractère, l'altruisme et le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. L'héritage n'a jamais consisté à te prouver à moi, ai-je continué. Il s'agissait de te prouver à toi-même. Harold voulait que tu découvres qui tu étais vraiment quand personne ne regardait. Quand il n'y avait rien à gagner à faire ce qui est juste. Et ce soir, quand tu as couru dans un immeuble en feu pour sauver 2 voisins âgés que tu connaissais à peine. Quand tu es resté ici toute la nuit pour t'assurer qu'ils allaient bien. Quand tu m'as appelé pour que je ne m'inquiète pas. C'est à ce moment-là que tu as prouvé que tu étais devenu l'homme qu'Harold avait toujours espéré que tu pourrais être. Otto est resté silencieux un long moment. Alors, j'ai rempli ces conditions. Tu les as dépassées. J'ai sorti de mon sac à main une enveloppe que je portais depuis des semaines, attendant le bon moment. Ceci contient tous les documents nécessaires pour te remettre l'héritage d'Harold. 2,4 millions de dollars gérés par une fiducie qui te donnera accès à des montants croissants à mesure que tu continueras à faire preuve de bon jugement. Otto a pris l'enveloppe mais ne l'a pas ouverte. Grand-mère, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si cela ne s'était jamais produit, s'il n'y avait jamais eu d'héritage, penses-tu que nous nous serions retrouvés? C'était une question que je me posais depuis des mois. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais j'aimerais le croire. L'Otto qui a risqué sa vie pour des voisins ce soir, cette personne a toujours été en toi. Tu avais juste besoin de le trouver. Otto a posé l'enveloppe sur la table à côté de lui. Je veux faire quelque chose avec cet argent dont Harold serait fier. Comme quoi?
Je veux créer un fonds pour aider les personnes âgées qui ne peuvent pas se permettre des améliorations de sécurité à domicile, des détecteurs de fumée, des extincteurs, des systèmes d'alerte d'urgence. Si M et Madame Chen avaient eu une meilleure détection de fumée, ce soir n'aurait peut-être jamais eu lieu. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je pense qu'Harold adorerait cette idée. Et je veux acheter une maison. Rien de luxueux, juste quelque chose avec assez d'espace pour que tu aies ta propre chambre quand tu décideras que tu ne veux plus vivre seule. Cela m'a surprise. Otto, je vais bien toute seule. Je sais que tu vas bien. Mais j'ai réalisé que prendre soin de sa famille, ce n'est pas attendre qu'ils aient besoin d'aide. C'est s'assurer qu'ils savent qu'ils ont des options. Qu'ils n'ont jamais à affronter quoi que ce soit seuls. Alors que nous étions assis dans cette salle d'attente d'hôpital, regardant le personnel se préparer pour le changement de service du matin, j'ai pensé au voyage qui nous avait amenés ici. Il y a 18 mois, j'étais la grand-mère jetable, facilement rejetée lorsque je devenais gênante. Aujourd'hui, j'étais assise avec un jeune homme qui avait tout risqué pour sauver des étrangers, qui voulait utiliser son héritage pour aider les autres, qui planifiait déjà des moyens de prendre soin de moi en retour de toutes les années où j'avais pris soin de lui. Otto, ai-je dit, il y a quelque chose que je dois te faire comprendre à propos de ce soir. Qu'est-ce que c'est? Quand tu as couru dans cette maison en feu, tu ne sauvais pas seulement les chaînes. Tu te sauvais toi-même. Tu devenais la personne que tu as toujours été censé être. Otto a hoché la tête, la compréhension se dessinant dans ses yeux. Et quand tu as choisi de rester ici toute la nuit au lieu de rentrer chez toi pour te nettoyer et te reposer. Quand tu t'es assuré qu'on m'appelle pour que je ne m'inquiète pas. Quand tu as mis leurs besoins avant ton propre confort. C'est à ce moment-là que tu as prouvé que l'amour ne consiste pas à ce que l'on peut obtenir des gens. C'est ce que l'on est prêt à donner. 3 heures plus tard, nous avons quitté l'hôpital ensemble. M et Madame Chen étaient libérés pour rester avec leur fille pendant que leur maison était réparée et Mimi le chat les rejoindrait. Ils avaient insisté pour remercier Otto personnellement avant de partir, Madame Chen pleurant en le serrant dans ses bras et Monsieur Chen promettant de nommer leur prochain chat d'après lui. Alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Otto s'est arrêté et a regardé l'hôpital. « Tu sais ce qui est étrange ?» a-t-il dit. « Quoi ?» C'est la meilleure chose que j'ai ressentie à propos de moi-même depuis des années, et cela n'a rien à voir avec l'argent, le succès ou ce que les autres pensent de moi. Ce n'est pas étrange, mon chéri. C'est de la croissance. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin arrière de la nouvelle maison d'Otto, le regardant apprendre au petit-fils des chênes à planter des tomates. Le petit garçon avait 4 ans, le même âge qu'Otto lorsqu'il m'avait aidé pour la première fois dans mon jardin il y a toutes ces années. La maison était modeste mais confortable avec une belle suite d'invités qu'Otto avait insisté pour concevoir spécifiquement pour moi. Je n'avais pas emménagé. Je profitais encore de mon indépendance, mais je rendais souvent visite, et je savais que le moment venu, j'aurais un foyer aimant qui m'attendrait. La fondation d'Otto pour la sécurité des personnes âgées à domicile avait déjà aidé plus de 300 familles, et il était devenu une sorte de célébrité locale pour son travail. Mais ce qui me rendait le plus fier, ce n'était pas la reconnaissance qu'il recevait. C'était la manière discrète dont il continuait à prendre des nouvelles des chênes, la patience qu'il montrait avec leur petit-fils, le respect qu'il avait enfin appris à montrer pour les personnes qu'il avait aimées depuis le début. Saria et Easton avaient finalement essayé de reconstruire leur relation avec Otto une fois qu'ils avaient réalisé qu'il allait hériter de l'argent d'Harold après tout. Mais Otto avait fixé des limites fermes avec eux, indiquant clairement que leur relation ne pourrait continuer que s'ils me traitaient avec respect et cessaient d'essayer de manipuler la dynamique familiale pour leur profit financier. Il leur avait fallu plusieurs mois pour accepter ces conditions, mais ils avaient fini par s'y plier. Peut-être que la promesse de futurs petits-enfants avait motivé leur changement de cœur. Ou peut-être qu'ils avaient enfin réalisé que leur fils était devenu un homme dont ils pouvaient réellement être fiers. Quoi qu'il en soit, nos dîners de famille étaient beaucoup plus agréables ces jours-ci. Alors que le soleil se couchait derrière la modeste maison d'Otto, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, j'ai pensé à Harold et à la sagesse dont il avait fait preuve en structurant son héritage de la manière dont il l'avait fait. Il savait que l'argent sans caractère n'avait aucun sens, mais que le caractère sans épreuve n'était qu'un potentiel. Otto avait été mis à l'épreuve, et il s'était montré digne non seulement de l'héritage d'Harold, mais de l'amour et du respect qu'il attendait depuis le début. Grand-mère Teresa a appelé le petit garçon Chen. Viens nous aider à planter. Je me suis dirigé vers l'endroit où Otto était agenouillé dans la terre, les mains profondément dans la terre, le visage paisible d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était très jeune.
Qu'est-ce qu'on plante, ai-je demandé. Du basilic, a dit Otto en me souriant. Je pensais que tu pourrais m'apprendre à faire cette sauce pour pâtes que tu faisais quand j'étais petit, celle que je n'ai jamais assez appréciée à l'époque. Je me suis agenouillé à côté d'eux dans le jardin, mes genoux de 68 ans ne protestant que légèrement. J'adorerais t'apprendre, mais tu dois promettre de transmettre la recette à quelqu'un que tu aimes. Otto a regardé le petit garçon à côté de nous, puis de nouveau vers moi. Je le promets. Et à ce moment-là, entouré de l'odeur de la terre fraîche et des choses qui poussent, j'ai su que l'héritage d'Harold était en sécurité. Non seulement l'argent, mais les valeurs qu'il représentait. L'amour, le sacrifice et la compréhension que les choses les plus importantes de la vie ne peuvent pas être achetées. Elles ne peuvent qu'être méritées. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir qui écoutait mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.